Je me tourne maintenant vers Madame Fagot-Largeau. Est-il besoin de la présenter? Membre de l'Académie des sciences, professeur au Collège de France, qui va nous emmener dans les hautes sphères de la philosophie pour nous dire ce qu'elle pense du fœtus. Vous avez la parole, madame. Je vous remercie. J'essaye de me limiter à 20 minutes et j'essaye de représenter le regard de la société en n'étant pas du tout sûre de remplir cette fonction. Le fœtus humain est un être transitionnel, un être en devenir permanent et dont les frontières sont floues. On peut dire que c'est ce qui se passe entre l'embryon et l'enfant et c'est un processus de changement continu. Dans ce processus, il est utile de fixer des repères, mais ces repères sont arbitraires. J'en ai mentionné quelques-uns là. Le seul repère naturel est celui de la naissance. Quant au seuil de viabilité, il est intéressant de remarquer que la viabilité était estimée par Aristote il y a 2500 ans à 28 semaines, qu'elle est aujourd'hui à 20 semaines, estimée. Et donc, en 2500 ans, nous avons gagné 2 mois. Il y a dans le fœtus 3 processus de développement superposés, un processus de différenciation cellulaire, un processus de morphogenèse, d'apparition de la forme organique, et un processus de personnalisation dont je vais parler successivement. C'est mon plan. Parlons d'abord du processus de différenciation cellulaire. En 9 mois, l'être humain en développement passe de l'état d'une seule cellule à un état où il existe simultanément plus de 200 types de cellules différentes. Au cours de ce développement, donc, une seule cellule d'un seul type aboutit à former des cellules cardiaques, musculaires, sécrétrices, sanguines, etc. Et le parcours de la différenciation était tenu jusqu'à récemment pour non réversible. Cependant, on sait aujourd'hui, d'une part, conduire la différenciation de ces cellules de l'état de cellules souches embryonnaires jusqu'à l'état de cellules différenciées in vitro. Et de cette manière, on peut obtenir aujourd'hui déjà aussi bien des gamètes. On sait aujourd'hui, d'autre part, que cette différenciation progressive des cellules embryonnaires et fétales n'est pas irréversible, c'est ce qu'on appelle les cellules iPS. Je veux dire que depuis presque 2 ans, on sait qu'on peut faire rajeunir une cellule différenciée en la ramenant à un état pluripotent d'où elle pourra prendre une autre voie de différenciation. La conclusion du simple, en regardant ces développements de la science et de la technologie, c'est que, en somme, toutes nos cellules ont et gardent un potentiel embryonnaire et peuvent être ramenées à un état où on pourrait tirer d'elles autre chose que ce qu'elles ont donné. Mais comme une cellule humaine n'est pas une personne humaine, ni même un organisme humain individuel, ça ne pose pas de problème philosophique, me semble-t-il. Bien. Cependant, ça pose des questions. Ma première question porte sur la notion de parent biologique. Si aujourd'hui, on peut, in vitro, de cellules souches embryonnaires humaines, dériver des gamètes humains, spermatozoïdes, ovocytes. Comme on manque de donneurs de sperme et de donneuses d'ovocytes, n'est-ce pas là une source bénie qui pourrait servir à la procréation médicalement assistée? 2 auteurs anglais se sont posé gravement cette question. Ces gamètes dérivés en laboratoire sur la paillasse
Ces gamètes ont été appelés artificiels. Est-ce que les enfants qu'on ferait avec seraient des enfants artificiels? Allons plus loin. Est-ce qu'un enfant pourrait intérioriser la notion que son père biologique ou que sa mère biologique est une cellule souche humaine? C'est la question posée par ces auteurs. Deuxième question à propos des cellules IPS, c'est-à-dire Induced Pluripotent Stem. Est-ce qu'on a trouvé avec cette technique une nouvelle façon de produire des embryons humains? Et qu'est-ce qu'on va en faire de ces embryons humains possibles? Troisième question, à propos de la recherche sur le développement embryonnaire et fœtal, et pour cette recherche, à propos de la création de cellules soit hybrides, soit cybrides. La cellule cybride, résulte du transfert d'un noyau cellulaire humain dans un ovocyte énucléé d'animal, lapine en Chine ou, semble-t-il, souris en Grande-Bretagne. Il y a eu, il y a un an, une grande discussion en Angleterre sur le point de savoir si on devait ou non autoriser des chercheurs à fabriquer pour la recherche des cellules cybrides, et l'autorisation a finalement été donnée à la suite d'une grande enquête faite dans la population britannique. Mais cela pose une nouvelle question, à savoir jusqu'à quel stade de développement les chercheurs peuvent-ils conduire un cybride, c'est-à-dire ça pourrait être une source extraordinaire pour la recherche sur l'état fœtal. Mais est-ce qu'on va conduire ces cellules jusqu'au développement fœtal? Si on les utilise c'est la vision, pour traiter des maladies neurologiques, il faut d'ailleurs des cellules nerveuses matures, ce qui conduira à les mener relativement loin. Ça, c'est mes références pour cette partie, et j'aborde mon second point, l'individuation ou la morphogenèse. C'est un processus de nature différente, encore qu'il soit lié au précédent. L'être en développement passe d'un stade où il est un simple amas cellulaire à un stade où il est un être organisé, un organisme. Savamment, on parle de passage du génotype au phénotype, et ce phénomène concerne tous les vivants complexes et non pas seulement les vivants humains. Le philosophe Gilbert Simondon explique que l'individuation est une prise de forme, et encore aujourd'hui, ce phénomène de la morphogenèse, de l'apparition de la forme fœtale puis la forme humaine, est un mystère pour les chercheurs. On raconte que William Harvey, celui qui a découvert la circulation du sang et qui s'est intéressé au problème de procréation par la suite, William Harvey avait lu chez Aristote qu'à un moment donné, quand on regarde l'œuf fécondé de poulet, on voit le cœur qui se met à battre. Avant, il n'y avait pas de cœur, et soudain, il y a un cœur qui bat. Le cœur est une création spontanée du développement embryonnaire. On dit que Harvey a été tellement surpris de découvrir ce qu'il avait lu chez Aristote, qu'il a couru le montrer au roi d'Angleterre. La notion d'épigenèse, c'est la notion que les organes se construisent au cours du développement. Ils n'étaient pas là et ensuite ils sont là. C'est une vraie création. On parle aussi de processus d'émergence. On peut dire que la vie fœtale est un processus d'individuation avec émergence progressive, au début du type tout à fait générique. L'être est d'abord le vertébré, puis le mammifère, puis ça peut être aussi bien souris, chimpanzé ou être humain, puis il s'humanise.
Ce développement organique, cette apparition de la forme, n'est pas réversible et il n'y a pas de vraisemblance qu'on le découvre réversible un jour, contrairement à la spécification des cellules. J'avais collecté quelques textes chez Gilbert Simondon, textes dans lesquels il insiste sur le fait qu'il y a devenir individuant et il n'y a pas un individu qui est là et à qui on rajoute des qualités. L'individu est le résultat de l'individuation, le résultat permanent et toujours changeant. La conclusion du simple, pour ce point, celle que je propose du moins, c'est d'une part concernant la notion d'épigenèse, qu'il n'est pas trop difficile d'intérioriser l'idée que le développement n'est pas une simple croissance, que l'individu n'est pas préformé, en particulier, contrairement à ce qu'il y a quelques années on avait tendance à penser, tout n'est pas écrit dans nos gènes, nous ne sommes pas préformés dans nos gènes, nous nous construisons en interaction avec le milieu et en ce qui concerne le fœtus, il se construit en interaction avec l'utérus maternel. D'autre part, dans ce parcours individuant, le seuil de viabilité est une étape importante, puisqu'avant cela, le fœtus n'est pas séparable de la mère et qu'ensuite, il est présumé séparable de la mère et donc réellement un et unique comme un individu. En troisième lieu, l'individuation biologique se poursuit après la naissance, c'est-à-dire que les frontières apparentes sont conventionnelles, mais ce processus individuant se poursuit jusqu'à la mort. Question à propos de ça, que changera au statut du fœtus humain la recherche sur l'utérus artificiel ? Que changera la vision de ce processus d'individuation progressive, l'ectogenèse. Ne dites pas que ça n'arrivera pas. La recherche sur l'utérus artificiel est déjà en route à travers la recherche sur les méthodes de réanimation et de maintien en couveuse des enfants prématurés. Ma conjecture serait que l'apparition de l'utérus artificiel aura pour résultat, d'une part, une individuation plus standardisée, parce que l'utérus artificiel ne fumera pas, ne boira pas d'alcool, ne sera pas stressé, n'aura pas à aller au travail le matin, etc. Standardisé ne veut pas dire meilleur, mais plus standard. Et d'autre part, il pourrait avoir pour résultat une personnalisation plus précoce du fœtus. Mes références sont là. Je passe et j'arrive à mon troisième point, le processus de personnalisation. Le passage de la vie organique à la vie personnelle, c'est le passage du fœtus qui se nourrit de sa mère, puis de l'enfant qui se nourrit au sein de sa mère, qui fonctionne comme un être organique, à quelqu'un, qui devient un sujet conscient, auteur de ses actes. La personnalité n'est pas innée, elle se construit dans la relation aux autres et dans la relation à soi-même comme un autre, comme disait Paul Ricoeur. Et on voit très bien chez les petits-enfants émerger la personnalité quand ils commencent à dire non, à s'opposer à l'autre, ou bien quand ils commencent à distinguer entre le « je » et le « tu » ou le « toi ». Les étapes de la personnalisation sont jusqu'à un certain point ritualisées socialement dans les cérémonies de l'imposition du nom de naissance ou du nom de baptême, dans le fait qu'on dit à l'enfant « maintenant tu es raisonnable, tu dois te conduire de façon raisonnable, tu atteins l'âge de raison », dans le fait d'atteindre la majorité, sans compter la perte d'autonomie du grand âge qui équivaut à une dégringolade dans la personnalisation. Être reconnu comme une personne donne des droits,
des responsabilités dans le cadre d'un pacte social, c'est-à-dire dans la mesure où il existe un pacte social. Des citations ici de deux sociologues, Durkheim, 1906, et Madame Terry, 2008, indiquent d'une part que pour le sociologue, la personne, la personnalité, n'est pas seulement une notion juridique, mais c'est une sorte de construction sociale, de construction extérieure à l'individu, mais qui est en même temps intériorisée dans l'individu. Et cette intériorisation du cadre social enrichit le cadre social lui-même. Durkheim a été l'initiateur de la morale civique enseignée dans les écoles françaises. Quant à Madame Terry, elle souligne que le concept d'individu n'est pas spécifique pour le développement de l'être humain, tandis que celui de personne est spécifique. La personne, c'est quelqu'un qui agit à la manière humaine parce qu'elle a appris à participer à un monde signifiant. De ce point de vue, continue-t-elle, tout être humain entre dans l'humanité de la même façon parce que d'autres lui ont adressé la parole. Éduquer un enfant, c'est lui apprendre à manier non pas seulement le je de celui qui parle, mais le tu de celui à qui on parle, le il ou elle de celui dont on parle. Une personne est quelqu'un qui peut jouer 3 rôles. La notion de personne est donc une notion relationnelle. Conclusion du simple. D'une part, dès sa naissance, et même peut-être un peu avant, le jeune enfant est appelé à la personnalisation par sa famille ou son entourage. D'autre part, il n'est pas absurde psychologiquement de personnaliser le fœtus à la fin de la vie fœtale, dans la mesure où il est identifié comme un autre par la mère et déjà sollicité de participer à un réseau de relations. Si on demande au grand frère ou à la grande sœur de toucher l'enfant à travers le ventre de la mère, ou si on lui parle quand il est encore dans le ventre de la mère. Troisième conclusion, le principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie n'implique pas, et là-dessus je suis entièrement d'accord avec ceux qui ont parlé avant moi, n'implique pas que l'être humain fœtal est une personne humaine avec les droits et les devoirs d'un être personnel. Je conteste cependant l'expression dès le commencement de la vie, car je note que la vie ne commence pas, elle continue. La vie est transmise. C'est une absurdité de parler du commencement de la vie. Question à ce propos. D'une part, l'événement dont on a juste parlé avant que je démarre, que penser de la tendance récente de nos contemporains à personnaliser le fœtus dès avant le seuil de viabilité, par exemple le fœtus victime de fausse couche, dont les parents demandent l'inscription à l'état civil au titre d'enfant sans vie. Que penser de ça? Ça m'a beaucoup mise mal à l'aise. Est-ce qu'un fœtus d'IVG bénéficiera un jour des mêmes privilèges? Est-ce que dans le cas d'une réduction embryonnaire ou fœtale, on fera la même chose, une déclaration à l'état civil? Ça paraît très dangereux de s'engager dans cette voie, mais si j'ai bien compris, comme on a mis le tout petit doigt dans cette voie, on va être obligé de continuer. Bon. C'est un souci. Et c'est un souci qui rejoint la question que je me pose sur le fait, peut-il y avoir personnalisation unilatérale par projection, l'expression qui a été dite tout à l'heure, l'enfant qui est chargé par ses parents de porter leur projet. Il me semble que c'est une projection des parents qui n'est pas relationnelle, mais ou qui est relationnelle à sens unique, si on peut dire. Est-ce qu'on peut vraiment concevoir ou approuver une chose de ce genre? Seconde question. Alors là, peut-être que je ne suis pas entièrement d'accord avec ceux qui ont parlé avant moi. Quand on dit que le fœtus est un patient, le fœtus lui-même ne demande rien. En principe, le patient va trouver le médecin et lui demande quelque chose. Là, le fœtus n'est pas demandeur
Et la question se pose de savoir qui juge de ses intérêts et qui est habilité à juger de ses intérêts. On sait que des associations bien pensantes, Laissez-les vivre ou autres, se sont chargées, dans certains cas, de défendre les intérêts de fœtus dont les parents n'étaient pas d'accord avec ce qu'on leur demandait. Et je pose en complément la question, les intérêts des fœtus lui créent-ils des droits, sens des droits? C'est-à-dire, peut-on obliger au nom de ses intérêts? C'est quelque chose qui est très obscur pour le non-juriste et absolument ignorant du droit que je suis. Enfin, troisième question. Les droits de l'enfant à naître, s'il y en a, sont-ils, c'est ce qui leur donnerait un sens, des devoirs des géniteurs? Et dans quel cas sont-ils des devoirs des géniteurs et où s'arrêtent les devoirs des géniteurs? On pourrait dire qu'un enfant à naître n'a pas réellement de droits parce que ce n'est pas encore une personne juridique, mais que ses géniteurs ont des devoirs à son égard, ce qui revient au même dans le fait. Si c'est un devoir, ils doivent le faire. Mais où s'arrêtent les devoirs des géniteurs et qui les fixe? Est-ce que la société est en droit de donner aux géniteurs des devoirs et jusqu'où? Vous vous souvenez peut-être que un psychanalyste célèbre disait « Il ne faut pas 9 mois, il faut 60 ans pour faire un homme. Et quand il est accompli, il n'est plus bon qu'à mourir. » Et donc, l'engagement à l'égard de l'enfant, il n'est pas seulement un engagement de 9 mois, c'est un engagement de très longues années. Et jusqu'où ces engagements constituent-ils des devoirs? Voilà, je vous remercie.